Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Rencontre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascale Caron. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es une femme très active et dynamique. Tu as un pied depuis assez longtemps maintenant dans le monde de la tech et de l'entreprise. Tu investis dans une pépite de la tech, tu es coach pour Gatine BA06, Initiative PACA, participe régulièrement aux événements Vivatech BPI InnoGénération. Tu interviens souvent en tant que conférencière, notamment sur des événements sur l'IA et la médecine. Tu fais partie du think tank de Monaco Women in Finance. Tu fais également des interviews de femmes entrepreneurs. Tu as aujourd'hui une société, Unova, qui est consultante, tu es consultante digitale pour les entreprises, mais tu as un joli projet dans le monde pharmaceutique qui va sortir en 2022, tu vas nous en reparler dans un petit moment. Mais j'aimerais revenir à l'origine pour savoir d'où vient cette énergie, d'où vient cette volonté et cette envie. Et d'être donc dans un milieu où tu es très proche des femmes entrepreneurs et où toi-même tu entreprends avec aujourd'hui un pied supplémentaire dans le monde de la médecine. Pendant que nous avons préparé cette interview, la première chose que tu m'as dite en réfléchissant, c'était que en termes de modèle, ta grand-mère avait forgé chez toi un esprit d'indépendance, de courage. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui. Alors d'abord, j'espère qu'on ne va pas donner mal de tête aux auditeurs avec toutes ces activités. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui zappe énormément. J'ai énormément d'énergie déjà à la base, donc c'est un peu la raison pour laquelle je fais autant d'activités. Ma grand-mère, ben, c'était une femme extrêmement forte. Bon, elle est née au début du siècle Mhm. dernier. Et à l'époque, ben, bon, j'ai toujours eu des tantes, une grand-mère avec des caractères incroyables, mais Mhm. elle est particulièrement coriace. Et à l'époque, quand mon grand-père, alors qu'elle avait un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans, l'avait trompé, elle avait décidé de se séparer de lui et de divorcer parce qu'elle supportait pas cette situation. Et un jour, il est arrivé à la maison, il avait mis les valises devant la porte, alors qu'à D'accord. l'époque, il ne travaillait pas. Et donc, il a fallu qu'elle subvienne aux besoins de la famille, qu'elle trouve un travail. Oui. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et sûr, c'était quelqu'un qui était extrêmement endurci par la vie. Donc, elle n'était pas facile, c'était pas la mamie gâteau. Ouais. Par contre, elle était. Moi, j'étais un peu sa chouchoute, donc elle avait beaucoup de. Moi, j'étais la fille aînée, donc j'étais la première de la fratrie, et donc elle était sa première petite fille, Oui. et elle avait une attention toute particulière pour moi. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs d'elle, Oui. et donc il est clair que ces femmes fortes qui m'ont entourée ont sûrement forgé mon caractère. Et t'ont donné cette volonté aussi d'entreprendre, je Non, pas pense. forcément. C'est Euh, pas forcément ça, mais c'est vraiment d'avoir envie de faire une carrière, d'être autonome, d'avoir envie de subvenir à ses propres besoins, mhm, d'avoir un salaire. C'était pas au début de ma vie, j'étais pas forcément dans une idée d'être entrepreneur à tout crin. J'ai été mhm. salariée pendant 30 ans, donc même si j'ai travaillé dans de grandes entreprises, mais par contre, j'ai toujours gravi les échelons, trouvé des moyens d'avoir une certaine autonomie. Et je pense que c'est grâce à ça. Alors, ce que tu me disais également, c'était que initialement, tu as eu envie de devenir médecin. Ensuite, donc, tu as été salarié dans de très grandes boîtes, dont Amadeus. Donc, tu as eu ce parcours salarié. Et puis, ces dernières années, tu t'es de plus en plus impliqué dans le monde des femmes. Tu es coach, tu les accompagnes, tu es mentor. Et je voulais faire un petit point avec toi aujourd'hui
sur les femmes et entreprendre aujourd'hui. Tu me racontais que dans les nombreuses interviews de femmes que tu fais, tu décèles encore souvent ce syndrome de l'imposteur. Parfois, le fait que finalement, elles vont calquer un modèle masculin de chef d'entreprise et qu'elles ont encore certainement un petit bout de chemin à faire pour devenir femmes entrepreneurs avec une certaine sérénité d'être elles-mêmes. Alors, pour toi, quel est le chemin encore à parcourir? Quels sont les atouts ou les caractéristiques de la femme chef d'entreprise de demain, celle d'aujourd'hui? Comment tu la vois? Tu vas en parler de ce fameux palier de la levée de fonds qui reste un handicap pour certaines femmes. Quel est ton regard sur ces femmes d'aujourd'hui qui entreprennent, qui montent des boîtes, qui lèvent des fonds? Alors bon, dans ma carrière, j'ai déjà eu une carrière salariée, donc j'ai côtoyé des femmes, pas énormément de femmes, puisque j'étais dans l'IT. Et donc, il en manquait un petit peu encore. Parce qu'il y a quand même un grand déficit de femmes dans l'IT. À l'époque, quand j'ai fait mes études, on était 20% de femmes dans les écoles et maintenant, on est plus que 10%. Donc, il y a clairement un énorme problème de sous-représentation des femmes dans la tech, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, puisque beaucoup de filles ont des bacs S, mention très bien, elles sont excellentes en maths. Il n'y a pas de raison qu'elles ne se dirigent pas vers une carrière technologique. Les femmes, comme je le disais, je te le disais avant l'entretien, les femmes dans l'entreprise et à la fois en tant qu'entrepreneur, elles ont souvent un syndrome de l'imposteur. Elles s'excusent d'être là, elles s'excusent d'être brillante, et c'est souvent un gros problème. Ensuite, moi, j'ai rencontré des femmes dans le monde salarié. J'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'en ai rencontré. Et c'était jamais très facile, puisqu'elles se calquaient sur le modèle masculin. Et donc, elles étaient très dures avec leurs employés, alors que c'était pas du tout ce qu'on leur demandait. Et moi, à l'époque, surtout quand j'étais jeune, c'était pas facile pour moi, en tant que jeune femme et en plus pas trop moche, on va dire, d'avoir une relation avec ce genre de femme qui est très, très dure, qui fumait le cigare et ou qui fumait énormément les cigarettes et qui voulait s'imposer comme un mec. Hein. Et ça, pour moi, c'était pas ma manière de voir les choses en tant que leader. Depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré beaucoup de femmes puisque j'ai voulu en réalité me rapprocher, comprendre cet environnement de l'entrepreneuriat féminin puisque j'allais en faire partie. Et donc, j'ai interviewé pas mal de gens parce que c'est aussi également une énorme source d'inspiration. Et j'ai rencontré des femmes, à la fois des femmes très fortes qui ont, dont le parcours est magnifique. J'en veux pour exemple, Céline Molière à Nice, qui a créé Emily's Cookies et qui a vraiment fait une success story. Donc, et c'est une femme qui, elle, par contre, n'a pas du tout le syndrome de l'imposteur et qui n'a pas du tout, on va dire, de problème vis-à-vis de ça. Mais par contre, j'ai rencontré pas mal de femmes dans ce cas-là. Et dans ma pratique de coach, puisque j'ai fait une formation de coach, c'est ce genre de choses, par exemple, que j'aide à gommer pour qu'elles aient une impression pleine et entière d'être entrepreneur. Oui, parce que par exemple, alors tu me donnais un exemple assez amusant, j'en parlais tout à l'heure, sur ce fameux palier des 200 000 euros. C'est-à-dire que parfois, elles manquent un peu d'ambition, elles ont peur, et tu me disais que dans tous tes coachings auprès de ces jeunes femmes, quand elles font des levées de fonds, à chaque fois, tu te retrouves avec ce montant de 200 000 euros. Elles n'osent jamais de tous âges. Alors que les garçons… Et c'est amusant parce que moi, j'avais investi dans une pépite de la tech et le premier montant que Virginie, à l'époque, voulait demander, c'était 200 000 euros. Donc, j'avais commencé avec ça. Et j'ai eu une grande discussion avec Imen Maharzi, que j'ai interviewé il y a quelques mois, qui a créé une société géniale qui s'appelle On Your Cash et qui aide les femmes justement à avoir leur indépendance financière. C'est une investisseuse absolument incroyable. Et elle me racontait justement ce palier des 200K. Elle me disait, mais les hommes ne me demandent jamais 200K. Ils vont me demander 1 million, 1,5 million.
les femmes, c'est 200 cas. Et souvent, je leur demande, mais qu'est-ce que vous feriez avec 1 million? Et souvent, elles se retrouvent un peu surprises et un peu décontenancées. Ouais, Donc, c'est étrange. Mais en décontenancé. effet, il faut que les femmes s'assument et qu'elles comprennent que donc, leurs idées sont de bonnes idées, leurs entreprises vont être pérennes. Il est clair qu'il y a un déficit au niveau des investisseurs dans les investissements de sociétés créées par des femmes. C'est un problème en cours, c'est en train de changer. Ah alors, On le constate, et je vraiment? l'ai lu dans Est-ce que tu le la presse. constates? J'étais à un événement de la French Tech Côte d'Azur, justement sur les femmes entrepreneurs, et c'était un des sujets qui avait Oui. été abordé, c'était exactement ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et comme je le disais, il y a Parce aussi que des les business femmes, angels, du coup, il y a sont aussi beaucoup des des femmes, hommes. mais moins. Et donc, les hommes font, enfin, allez, on va faire une caricature, mais puisque les chiffres sont là et c'est que Je ne les sais hommes pas, ont encore je peut-être un pense peu du mal à faire confiance aux femmes. que peut-être il sous-estime ou le business angel va sous-estimer le projet qui vient d'une entrepreneur. Mais j'ai beaucoup d'espoir, c'est en train de changer. Eh bien, écoute, je te remercie de témoigner à ce sujet parce que je pense que malgré tout ce qu'on entend, je pense qu'il y a une réalité aussi de terrain sur différents sujets, hein. Et là, par exemple, sur ce sujet-là où tu es particulièrement présente, du coup, tu as un regard assez juste sur ce qui se passe sur le terrain et donc c'est forcément intéressant en tout cas de pouvoir le dire. Alors, on est dans Podcast Rencontre et quand on a préparé cet entretien, je t'ai amené à réfléchir sur les rencontres. Tu m'as parlé de ta grand-mère. Mais ce qui me venait aussi, et à un moment donné, tu me disais, enfin moi, je te demandais quels étaient les entrepreneurs qui étaient inspirants ou qui étaient, dont tu étais fière, qui étaient importants pour toi, et aussi dans tes rencontres. Et c'était aussi celle avec ton mari, parce que vous avez une relation où tu vas le raconter toi-même, mais où à un moment donné, c'est toi qui l'as aidé à démarrer en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est ensemble. Et puis, il y a aussi effectivement à un moment donné ce modèle où on voit qu'on part de zéro et puis on va sur le chemin de la réussite. Et pour toi, c'était quelque chose, malgré tout, Oui, donc c'est oui, un modèle qui j'ai eu fonctionne un. pour vous. Donc mon mari est très très inspirant pour moi. Bon, ça fait plus de 30 ans que l'on vit ensemble, hein, donc on va dire on a grandi ensemble. Il est médecin à la base, donc c'est un peu C'est pour la ça. petite histoire. J'ai toujours voulu être médecin dans ma jeunesse et finalement je suis partie en informatique. Et ben je me suis mariée avec un médecin et mes 2 enfants sont dans le monde médical, donc c'est quand même un petit peu, voilà, c'est un petit Finalement, pied de nez tu t'es amusant. arrangé pour Voilà. réussir quand même Mais à tout il y a faire. quelques années, mon mari, il y a même plus d'1 ans, mon mari avait vraiment l'envie de créer sa propre entreprise. Et donc, à l'époque, moi, je gagnais bien ma vie dans Mhm, les entreprises successives pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc, on va dire que j'avais été une sorte de sponsor. mhm, Et donc, j'avais donc vécu la mhm. création d'entreprises, la mise au point des marques. On faisait des brainstorming le soir pour définir les marques. Ouais. Et j'ai pu voir en réalité la vie d'un chef d'entreprise. Bon, Philippe, c'est quelqu'un que j'admire Ouais. beaucoup parce il a vraiment énormément de finesse. Pour un médecin, au niveau marketing, il est extrêmement brillant. Et c'est pour ça qu'il a réussi dans son entreprise, dans son laboratoire, maintenant, avec quelques années, à avoir plus de 40 salariés, être exporté dans beaucoup de pays dans le monde, être numéro 1 dans l'ophtalmologie, dans la complément alimentaire dans l'ophtalmologie en France. Donc, je suis très, très fière de son parcours. Et j'ai pu voir Mhm, aussi que, être chef d'entreprise, c'est pas un parcours facile et qu'il est souvent semé d'embûches et comprendre que, les gens autour, les compétiteurs ont toujours des coups bas, il y a toujours, mhm, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et donc, ça m'a permis aussi de comprendre et de relativiser ce que c'était, de ne mhm, pas idéaliser la vie d'entrepreneur. Donc, il y mhm. a 4 ans, j'ai décidé de quitter Ouais. l'entreprise pour laquelle je travaillais. Pour des raisons personnelles, parce que
Je pense que j'étais un peu arrivée au bout et c'est lui qui m'a poussée à créer mon entreprise qui s'appelle Unova. J'ai commencé, comme toutes les femmes, par faire du conseil. Ça, c'est ce que me disait Imen. Elle me dit, les femmes, elles commencent, surtout celles qui ont eu franchement des relations de pouvoir et de leadership, parce que j'avais quand même j'avais une grosse équipe et je gérais du monde. Et elle me dit, elle commence toujours par du conseil. Donc, j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je n'ai pas dérogé à la règle. J'ai même fait une formation de coach en me disant, ça servira toujours. Et je me suis rendu compte assez rapidement que quand on travaille pour une grosse entreprise et qu'on fait du conseil, puisque c'était mon rôle, et qu'on va voir Expedia ou American Express et qu'on leur dit comment travailler, comme on a la grosse entreprise derrière, ils vous écoutent. La problématique, c'est comment faire pour faire la même chose quand on n'est pas connu. Donc, je le fais actuellement pour certaines sociétés parce que je me suis rapprochée de sociétés de conseil avec qui je travaille, mais je me rends compte que c'est pas je suis seule pour l'instant à faire ce genre d'activité et que c'est pas là-dedans que je vais forcément m'épanouir. Ça me plaît, mais c'est pas forcément là où je vais m'épanouir. Donc c'est pour ça et donc mon mari m'a dit, mais pourquoi tu ne créerais pas une société dans les compléments alimentaires? Alors, sur le moment, je me suis dit, moi, je suis ingénieure en informatique, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Même si j'ai toujours cette sensibilité. Et finalement, lors de mon expérience passée, donc il y a 4 ans, j'ai fait un burn-out. Et j'ai cherché désespérément des produits naturels avec des preuves scientifiques pour résoudre ce problème. Parce que les neurologues sont démunis devant ces cas et souvent, ils vous donnent des antidépresseurs ou des psychotropes qui ne font qu'aggraver les choses. Et donc, moi, j'ai refusé, accompagné bien sûr par mon époux qui est médecin, de prendre ce genre de produit. On a cherché désespérément des compléments alimentaires naturels et on n'en a pas trouvé beaucoup. Et donc, sur le moment, je me suis dit, je vais créer quelque chose là-dedans. J'ai trouvé mon thème. Donc, je me suis associée à la sens. Il y avait du sens. Voilà. Donc, ça faisait sens en plus. J'ai fait la rencontre d'un médecin qui a un laboratoire pharmaceutique en Tunisie. Et donc, on a décidé de créer ensemble le laboratoire Unova Pharma, donc en gardant la même marque, mais… Et donc, on a consulté des neurologues et donc on s'est un peu plus diversifié. On a commencé par le stress, l'insomnie, mais là maintenant, on est aussi sur les neuropathies, sur un certain nombre on va dire, de problématiques, de dégénérescence également liées à l'âge. Et donc, on va lancer nos produits. On a un comité scientifique avec notamment une neurologue qui fait partie du board et elle nous a poussé à sortir des compléments alimentaires extrêmement technologiques que nous sortirons en janvier. Bien sûr, moi, de mon côté, côté informatique, je peux vous dire que c'est bien carré. Mais alors donc, la boucle est bouclée. Avec ce nouveau projet, finalement, tu reviens à tes premiers amours sur la médecine. Tu as en même temps cette thématique du soin qui revient sans être coach finalement, et avec ton mari qui t'accompagne avec du coup maintenant lui son expérience de chef d'entreprise. Et je trouve que c'est une belle réalisation. Au départ, c'est pas facile parce que je l'ai eu aussi le syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que je fais dans les compléments alimentaires? Je me doute. Mais finalement, c'est bon. C'est ça, mais je comprends tout à fait. Je crois que c'est bien d'avoir un regard sur soi, c'est-à-dire que malgré tout, ton mari qui a un regard sur toi aussi te dit à ce moment-là, tu devrais faire ça. Et je trouve que dans ce qu'on dit de la rencontre, c'est que dans le lien qu'on peut avoir aux autres, avoir un regard sur soi aussi, ça peut être hyper important. De pouvoir s'accrocher au regard de quelqu'un pour pouvoir dire aussi tiens, je m'étais pas vue comme ça, mais peut-être que c'est bien aussi. Donc, du coup, je suis dans une aventure entrepreneuriale, mais je continue toujours à faire du mentoring auprès de startups.
Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'ai eu l'habitude dans le passé, en étant salariée, à l'époque, j'avais une équipe assez importante. Et donc, le fait d'avoir énormément, c'était d'abord énormément de nationalités différentes dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, et également des environnements complètement différents. On travaillait beaucoup sur l'innovation. Ça me nourrissait énormément intellectuellement. Donc, plutôt que d'être dans un seul domaine, puisque je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout, c'est très intéressant d'aider et d'accompagner des startups dans des domaines complètement différents. Et c'est pour ça que je suis coach ou bénévole dans pas mal d'associations. Et une association qui me tient très à cœur, c'est Initiative Côte d'Azur. Oui. Et pour lequel je me suis beaucoup investie pendant la période du Covid, puisque nous avons accompagné beaucoup d'entrepreneurs afin de les aider à l'accession d'un prêt Covid qu'on a vu. Et donc, on les a interviewés, on a compris leurs besoins. Et donc, je fais partie maintenant du programme de parrainage et j'accompagne quelques entrepreneurs, enfin j'en ai un actuellement au long cours, pour donc sortir de cette situation. Et je suis très fière de mon filleul qui s'appelle Elroy Strand, qui a créé la société Bioriginal. Il fait des réceptions dans le bio. Mais tu as bien fait, surtout que, comme je te l'avais dit, je le connais, comme quoi le monde est petit. Alors, Pascal, on va terminer par les questions que je pose. Alors, en premier lieu, à l'ensemble de mes invités sur la série Spécial Needs. La première question est, quel est ton plat niçois préféré? Alors, il y en a beaucoup, c'est un peu difficile de choisir. Surtout que j'aime beaucoup m'inspirer du livre qu'avait écrit Jacques Médecin. Oui. Donc, j'ai fait pas mal de recettes dans ce livre. Mais j'ai des petites madeleines de Proust, des petits souvenirs quand j'étais petite de la soca bien grasse, bien chaude qui nous brûlait les doigts. C'est vrai. Et franchement, c'était bon. Maintenant, c'est quelque chose que je peux plus trop manger parce que sinon, ça n'a pas un très bon effet sur notre poids, on va dire. Mais c'est vraiment un goût incroyable et très différent de ce qu'on peut imaginer. Oui, je suis d'accord. Et puis se brûler les doigts, tu vois, j'ai eu l'image tout de suite, moi, dans ma tête, quand on se brûle les doigts, effectivement. Et la langue aussi. Oui. Allez, je raconte juste une petite, je fais juste une petite digression. Il y a assez longtemps, c'est pour me moquer des touristes. On attendait pour manger de la soca et puis il y avait des touristes dessus, juste devant nous, qui demandaient passe-moi le sucre. Il y avait le sucre, le truc de sel, et les touristes disaient, passe-moi le sucre. Je dis, non, mais c'est le sel, c'est du sel. On avait ri. Mais bon, voilà, on leur avait gentiment expliqué que la soca, c'était salé, pas sucré. Ils auraient dû être peut-être déçus si ça t'en est. Peut-être. Alors, la deuxième question que je pose à l'ensemble de mes invités, c'est si tu devais faire découvrir Nice à quelqu'un, où aurais-tu envie de l'emmener en premier lieu? Alors, le premier endroit que je choisirais, c'est la promenade des Anglais, qui vient de rentrer au patrimoine de l'UNESCO, donc on est très fiers. Moi, étant née à Nice, pour moi, c'est super important. Et je les amènerai au niveau de la chaise bleue de mon amie Alors, on fait un petit clin d'œil à Sabine. Entre parenthèses, je suis très fière d'elle et de son parcours. Et quand elle avait inauguré la chaise, j'avais pleuré, j'avais la larme à l'œil, j'avais été hyper émue. Et à cet endroit-là, la vie, elle y est vraiment magnifique avec toutes ces maisons colorées. J'ai fait pas mal de photos à cet endroit-là. Quand on se retourne, on voit toutes ces maisons. Et on a la vue sur le château de l'Anglais, sur l'opéra. Et à l'horizon, on voit ce bleu intense. C'est vraiment très beau. Et je pense que, bien sûr, quand il fait beau, parce qu'il vaut mieux pas y aller quand il pleut. Quand il fait beau, c'est vraiment magnifique. Parce qu'en plus, à Nice et sur la Côte d'Azur, on a une couleur incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs. Moi, j'ai beaucoup voyagé, souvent en Asie. Et quand on va dans ces endroits, notamment en Asie, il y a une sorte de brume et on ne voit pas ce ciel bleu et cette mer bleue intense. Alors que quand on est à Nice, notamment, ou sur la Côte d'Azur, il y a cette pureté de l'air, on va dire, il y a de la pollution, bien sûr, mais on voit ce bleu intense. Et c'est souvent quand je rentre de voyage, parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma carrière professionnelle, que je suis surprise à chaque fois par on s'émerveille à nouveau, hein. Oui,
Et donc, Un émerveillement perpétuel. voilà. J'ai également un souvenir sur cette promenade des Anglais qui remonte à l'enfance. Et là, je refais de nouveau référence à ma grand-mère. Mhm, Parce qu'à l'époque, c'était les vacances et des fois, j'allais dormir chez elle. Elle habitait pas loin de la promenade des Anglais. mhm, Et on se levait très tôt le matin, vers 5-6 heures du matin, pour aller voir les pêcheurs. mhm. Parce qu'à l'époque, elle était passionnée par les coquillages. Elle faisait des tableaux de coquillages. Bon, ils étaient absolument D'accord. affreux, hein, mais c'était son grand truc. Et donc, je me rappelle, j'ai un souvenir gustatif, c'est-à-dire qu'à l'époque, on se levait très tôt le matin et après, une fois qu'on avait vu les pêcheurs, on s'asseyait sur le bord et on mangeait des sandwichs à la brousse. Ah, Et c'est génial. c'était amusant parce que j'ai encore ce souvenir et ce goût. Alors, c'est marrant parce que effectivement, j'ai un souvenir personnel, moi. Enfin, j'ai énormément de souvenirs avec ma grand-mère sur la promenade des Anglais également. Elle habitait également à côté de la promenade des Anglais. Et on allait marcher tous les mercredis sur la prom, où elle me demandait de respirer la mer et de sentir l'iode. Et nous, on mangeait des réglisses, tu vois, Ah au oui, bord tu de... vois. C'est Ça marrant. Madeleine de Proust. Voilà, moi, mais c'est marrant comme notre Madeleine de Proust, en tout cas, est proche dans Ouais. ce souvenir-là. Alors, pour terminer, la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast Rencontre, c'est si toutes les rencontres étaient possibles, avec qui aimerais-tu passer un moment privilégié, un dîner? Donc, ça peut être une personne du présent, du passé, un personnage réel ou fictif. Alors moi, je suis très ancrée dans le présent et Mhm, beaucoup aussi dans le futur. mhm, Et comme je te l'avais dit lors de notre préparation, pendant ma période professionnelle, j'ai beaucoup fait de veille technologique, réfléchir au scénario du futur. mhm, Et j'avais été beaucoup en Chine notamment et aux États-Unis. mhm, Et donc j'avais pu voir les changements en réalité qui se passaient notamment dans mon dernier voyage en Chine. mhm. Et donc, je suis passionnée par tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, ça va être beaucoup plus sérieux. J'espère que je vais perdre personne. Mais il y a énormément d'enjeux géopolitiques dans le futur sur l'intelligence artificielle. Mhm, Et moi, j'aimerais beaucoup faire une interview croisée de Luc Julia. mhm. Luc Julia, c'est le créateur de Siri et il se trouve qu'il Mhm. est français. Et, il D'accord. a travaillé beaucoup aux États-Unis. Et il a écrit un livre sur l'intelligence artificielle n'existe pas, que j'ai lu bien sûr, hein, que j'ai Oui. dévoré. Et j'aimerais beaucoup faire un interview croisé avec Kei-Fu Lee, qui est un Oui. Taïwanais qui travaille en Chine, qui a Oui. écrit L'intelligence artificielle, la plus grande mutation de l'histoire, Mhm, et qui explique ce que j'ai vu en réalité quand j'étais allée il y a 4 ans, notamment en Chine, c'est mhm. comment la Chine utilise le pétrole du 21e siècle, que sont les données Oui. générées par des centaines de millions d'utilisateurs, et ce qu'ils en font en réalité au niveau intelligence artificielle Mhm, sur des domaines extrêmement étroits en réalité, puisqu'ils travaillent sur l'application de l'intelligence artificielle et du machine learning qui a été inventé aux États-Unis. Donc c'est oui. extrêmement passionnant et ça serait hyper intéressant en réalité d'avoir les deux regards. Une Mhm, personne qui a travaillé pendant longtemps aux États-Unis et une personne qui, elle, est dans l'application en Chine mhm, pour voir quels sont en réalité les enjeux de l'intelligence mhm. artificielle dans un futur proche. Alors, juste comme c'est un sujet un petit peu technique, et qu'il y a peut-être des gens qui, effectivement, qui nous écoutent, qui sont extrêmement loin de tout ça, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une projection sur, par Bah, si exemple, tu veux, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la voilà. médecine, Je peux prendre un domaine médical, voilà. c'est en Oui, train de se passer juste un petit actuellement. exemple rapide pour que ce soit parlant pour les gens qui nous écoutent. Donc, Un domaine d'application donc sur la médecine, avec la collecte de data et l'intelligence artificielle, ça pourrait nous amener à quoi demain? ben, c'est pas forcément demain, c'est en train d'arriver en réalité. Actuellement, en médecine, l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil d'aide à la décision et Mhm, donc notamment en radiologie pour déceler des cancers, c'est extrêmement utilisé. Donc le machine learning rassemble beaucoup de données, beaucoup de cas en réalité et va pouvoir déduire si sur telle radio il y a quelque chose qui pourrait nous conduire à déceler un cancer notamment. voilà, Donc, donc faire un diagnostic pour voilà, c'est de une la aide au diagnostic. diagnostic.
Voilà. Donc, bien sûr, l'intelligence artificielle, les robots qui vont avoir pensé tout seuls et devenir et donc nous supplanter, ça, j'y crois pas du tout. Mais Mhm. par contre, l'intelligence artificielle qui va remplacer certains métiers, certains petits métiers, ça, c'est clair que ça va être le cas. Tout ce qui Mhm. est répétitif et également tous les outils qui vont permettre en réalité de faire de l'intelligence augmentée Mhm. et d'augmenter l'intelligence de l'humain, ça j'y Mhm. crois vraiment. Mhm. Et puis, j'avais lu, par exemple, voilà, l'exemple, l'aide au diagnostic, c'est juste énorme, c'est-à-dire que un médecin, allez, on est à Nice, un médecin niçois se retrouve face à un cas avec une succession de symptômes qui, à lui, ça ne lui parle absolument pas, pourrait Ouais. avoir accès à des données anonymes, mais collectées par d'autres personnes qui se seraient retrouvées C'est en clair. France ou en Allemagne ou en Angleterre, et que la concordance de tous ces symptômes aurait amené à un diagnostic et un traitement qui ait fonctionné, ben, le médecin niçois peut prescrire à son patient un traitement qui a fonctionné ailleurs et été éprouvé ailleurs. Et puis détecter surtout les pathologies de manière plus efficace en ayant une banque de données en réalité de ce qui s'est passé Mhm, avec d'autres. Donc mhm, je pense que c'est vraiment un outil et que en tout cas il y a j'ai pas de crainte vis-à-vis de ça. Pas mal de mhm, gens craignent en réalité le fait que les petits métiers vont disparaître, mais en réalité d'autres métiers vont apparaître. Donc je mhm. j'ai pas de crainte, mais je trouve justement intéressant d'en discuter et d'avoir ces deux regards croisés. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie, Pascal, d'avoir participé à cet épisode. Vous pouvez bien entendu faire des commentaires sur les réseaux sociaux auxquels Pascal et moi-même y répondrons avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Merci encore une fois, Pascal. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt!